Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui explore les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Camille. Elle travaille au département de l'innovation chez VP, leader européen des ventes événementielles, où elle est responsable de l'équipe business. Ensemble, on va parler d'innovation, de stratégie et de comment tout ça se met en place dans un groupe comme VP. Bonjour Marie-Camille. Bonjour Alice. Alors Marie-Camille, tu travailles à l'innovation chez VP. Avant de parler un peu de tes projets, d'innovation en général, j'aimerais qu'on évoque un peu ton parcours, qui je crois est un petit peu atypique. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où tu viens ? Oui, carrément. En 2015, j'étais diplômée d'un premier diplôme d'ingénieur en chimie. Donc Alice, tu peux chercher, il n'y a pas de chimie à VP. Pour autant, cette première expérience était géniale. J'ai eu la chance de travailler au Congo, au Texas. Et en toute transparence, je ne me sentais pas prête à intégrer le marché du travail par la suite. J'avais cette envie d'apprendre. Et puis, ingénieur chimie en génie des procédés, c'est surtout modéliser sur les ordis, être souvent derrière les écrans. Et je me rendais compte que j'étais un peu mieux et plus à l'aise à la conversation. Donc, je me suis dit, allez, reprendre des études en business. Donc, c'est là où j'ai refait une formation à l'EM Lyon et Centrale Paris, qui m'ont donné la chance aussi de travailler dans différentes structures, que ce soit des grosses structures, en stratégie, en conseil. Et encore une fois, j'avais envie d'autre chose. Et je voyais un petit peu ce plafond au-dessus de moi et je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, j'ai tenté de monter une start-up. Je dis tenter. Ouais, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est bien d'avoir tenté déjà. Ouais. On développait et commercialisait des steaks à base de farine d'insectes. On faisait partie de ces utopistes qui voulaient diminuer l'impact de l'assiette. Super expérience qui m'a beaucoup appris. C'était ma première fois dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Et puis après ça, j'ai continué à bouger. Je suis partie à Hong Kong et je suis rentrée en France et je me suis dit, OK, là, tu vas rejoindre une entreprise. Et qu'est-ce que, finalement, toutes tes expériences t'ont apporté ? Ce parcours pluridisciplinaire, aussi le fait que tu aies voyagé, j'imagine que tu considères ça comme une force aujourd'hui ? Complètement. Ça, c'est mon intime conviction. Ça reste à débattre. Mais pour moi, aujourd'hui, le marché du travail, il est divisé entre l'expertise et ce côté plutôt pluridisciplinaire. Les managers de demain, les leaders de demain. Et je me sens plus à l'aise, moi, aujourd'hui, dans ce deuxième aspect. Même si l'innovation est une expertise en soi, et je suis là aujourd'hui pour t'en parler, même si aussi je dis souvent que l'innovation s'expert de tout et de rien en même temps. Mais faire appel à ces soft skills d'un parcours pluridisciplinaire, de voyage, de plusieurs cultures, aujourd'hui, moi, ça m'apporte beaucoup dans mon quotidien. Ça me permet de justement comprendre, discuter et comprendre les enjeux de beaucoup de personnes en interne, que ce soit la tech, le business, les UX, le market, et justement de manager ces différents profils aussi. Alors, tu arrives donc chez VP il y a 2 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette entreprise ? Littéralement, VP m'a donné une chance. Comme je te disais, ce parcours, il a souvent été challengé lors des entretiens. Où on me disait, quel est le fil rouge derrière tout ça ? Et VP, c'est plus été... OK, quelles sont finalement les appétences et compétences que tu as eues qui vont servir le poste ? Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup au sein de VP. Déjà, on est très jeune, souvent, et on est plus là justement pour apprendre et apporter à l'entreprise tout en montant en compétences. On est drivé sur les résultats, on a cet esprit d'équipe et finalement, les soft skills comptent énormément au sein de VP. Et aussi, VP, ce qui m'a attirée, c'est qu'on se le dise, c'est avant tout une entreprise de tech et de logistique, puisqu'on est retailer,
Donc souvent, des secteurs qui sont très masculins. Et pour autant, on est 68% de femmes dans l'entreprise. Ça, c'est bien de le noter, ouais. Ouais, 50-50 au COMEX. Et je trouve que ça apporte sa différence. Et ça attire quand on est une femme aujourd'hui et qu'on souhaite travailler dans la tech. Alors, VP a fêté son 20e anniversaire cet automne. C'est une entreprise qui a beaucoup évolué depuis sa création. Déjà, avant, ça s'appelait Vente Privée. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le chemin parcouru par VP jusqu'à aujourd'hui ? Alors, comme tu l'as bien dit, VP, historiquement, Vente Privée, c'est avant tout un soldeur. C'est Jacques-Antoine Granjon, notre fondateur, qui a vu l'opportunité avec la montée en puissance de la DSL de se dire ok, on va digitaliser les stocks de toutes ces marques qu'elles n'arrivent pas à écouler et on va être là pour les aider à écouler ces stocks. Mais maintenant, on ne fait pas que de la fashion comme au début. On reste un soldeur. C'est vraiment notre esprit. Mais on va aussi faire de la home, du décor. On va faire des voyages. On va faire des services. Donc, on s'est vraiment diversifié dans les secteurs. Et puis surtout, c'est aussi plus que vente privée, puisque maintenant, si on s'appelle VP, c'est parce qu'on a acquis ou pris des parts dans certaines entreprises en Europe, donc Vente Exclusive, Privalia et d'autres. Donc, on est 6000 collaborateurs aujourd'hui dans 10 pays. C'est assez important. Et d'ailleurs, il y a eu un travail gigantesque qui a été fait ces 4 dernières années dans la convergence, justement, une grande transformation digitale pour qu'aujourd'hui, on soit une seule marque, VP, marque européenne, qu'on ait tous les mêmes procédés, tous les mêmes outils de pricing, les mêmes outils commerciaux et la même plateforme de vente. Donc ça, c'est l'histoire de VP en 20 ans. C'est aussi un modèle qui s'est diversifié. Comme je dis, on est un soldeur digital, mais on est aussi entré dans le marché de la marketplace avec ce qu'on appelle la brand place. VP Ad, qui permet aussi de mettre en avant certaines marques sur notre plateforme. Donc, on a su et on sait toujours se réinventer et s'adapter au marché. Donc aujourd'hui, tu travailles à l'innovation chez VP. D'abord, c'est quoi l'innovation chez VP ? Comment tu la définis ? Super question, parce que je trouve que c'est un peu un buzzword, innovation. Qu'on se le dise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est clair. Théoriquement, innovation, c'est quelque chose de nouveau. Mais contrairement à une invention, ça va être là où il y a un marché derrière, où ça va être possible de vendre. Et le marché va être là parce que c'est un besoin ou parce qu'on va créer ce besoin derrière cette invention. Pour nous, une innovation, quand on est corporate, c'est oui, une nouveauté, et parce que ça va apporter de la valeur à l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'innovation corporate au sein de VP, c'est 80% du temps améliorer le business model actuel de VP. Et on va avoir un petit peu aussi de nouvelles réinventions de ce business model. On est 100% transverse. Donc aujourd'hui, on va tant parler aux commerciaux que finalement aux personnes dans les entrepôts, qu'aux fonctions support, que les merch. Donc vraiment, toutes les personnes au sein de l'entreprise vont être concernées par l'innovation et notre département. Et donc là, on retrouve aussi donc, un peu ces compétences que tu as glanées de ci, de là, d'aller parler un petit peu à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est quoi exactement ton poste à l'innovation chez VP ? Du coup, en tant que responsable innovation au sein du département, ça va être d'infuser cette innovation au sein du groupe. Donc, on va faire énormément et de plus en plus, finalement, d'ateliers collaboratifs pour apprendre et faire apprendre nos collaborateurs sur les méthodologies d'innovation, les tenir informés. Je vais faire énormément de veille aussi, grâce à notre écosystème d'innovation qu'on entretient également au quotidien. Donc, l'écosystème, c'est quoi ? Ce sont des partenaires, des fonds d'investissement, des business angels, d'autres départements d'innovation, des organisations françaises telles que la BPI, qui vont nous échanger justement sur les dernières tendances, les dernières startups. Donc il y a toute cette partie veille, il y a cette partie acculturation, et il y a énormément aussi de contacts avec les différents collaborateurs. Donc aujourd'hui, je vais faire des points réguliers avec, comme je te disais, les commerciaux, les opérateurs, les personnes du COMEX. Je vais leur dire « Salut, ça va ?» Ils vont dire « Non !» C'est ce côté très psychologue business, finalement. Et c'est de comprendre quelles sont leurs problématiques au quotidien, leurs enjeux et comment, justement, l'innovation peut les aider. Et au niveau de la structure, comment est organisé donc ce département de l'innovation chez VP ? Comment vous répartissez les missions un petit peu entre les équipes ?
Du coup, on a le directeur innovation qui est directement rattaché à la personne du COMEX en charge du développement business. Et ensuite, on va avoir un petit peu cette séparation pôle technique et pôle business, même si finalement on travaille main dans la main. Donc moi, je vais être responsable de cette partie business. On va être un petit peu le cockpit, si tu veux, de l'innovation. On va être en charge de chercher les besoins, de qualifier ces besoins, de les quantifier pour faire ce qu'on appelle un terrain de jeu. Donc, c'est-à-dire vraiment mesurer l'impact business qu'il y a derrière, voir la faisabilité technique et commencer à dessiner la solution. C'est-à-dire soit aller chercher des startups ou soit justement commencer un cahier des charges pour notre équipe tech, notre pôle tech, présent au sein du département. Ce pôle tech, aujourd'hui, il est constitué de développeurs seniors et d'un lab d'étudiants. Ce sont des passionnés de tech. En France, c'est notamment l'école 42. Et en général, on a encore une fois une polyvalence de parcours derrière ces personnes. C'est très intéressant. Ouais, c'est chouette. Et on en reparlera un petit peu plus tard du lab. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu quels sont vos grands défis, vos grands objectifs à l'innovation chez VP. Je vais te parler du défi de notre département et après, je viendrai sur le défi un peu plus groupe par rapport à l'innovation. Le département, aujourd'hui ou demain, j'aimerais qu'il soit vu un petit peu comme un cabinet de conseil interne. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il y ait ce développement du portefeuille de services pour les collaborateurs. Donc, 3 plans d'action là, sur 2022. Le premier, c'est de s'implanter à Barcelone. Comme je te disais, VP de base, c'est vente privée, c'est France. Le département est basé en France. Mais on veut se rapprocher de toutes les entités. Donc, on est en train de développer un lab à Barcelone. Il va ouvrir ses portes là en janvier. Au sein sur le même modèle, donc exactement avec le même les modèle. Jeunes Voilà. talents. Ok. Exactement. Ce seront d'autres écoles, pas forcément l'école 42, toujours dans cette recherche de pluridisciplinarité et de polyvalence et polyculture. Et exactement le même modèle, donc sur Barcelone, se rapprocher des équipes. On va développer plus de services. Si avant, on était très à développer des solutions, faire des POC, faire des tests, oui, on va animer plus d'ateliers. On va animer des challenges d'open innovation avec nos partenaires extérieurs. Je te parlais de fonds d'investissement, on a des écoles aussi dans nos partenaires extérieurs. Donc, on va faire des challenges d'open innovation. Et puis, toujours, notre grande mission principale, travailler sur des projets à forte valeur ajoutée et toujours plus forte valeur ajoutée. Et là, je vais te donner des exemples concrets d'enjeux sur ces projets qu'on va travailler. Donc déjà, on va parler de tout ce qui est un petit peu UX front. Donc c'est l'expérience qu'on va apporter à nos membres. Une chose qui est très importante pour VP, c'est garder l'univers de la marque, que la marque garde son image. Donc ça, c'est une de nos missions au sein de l'innovation, c'est de trouver quelles sont les solutions innovantes pour justement garder cet univers de la marque. On ne va pas être un site de search. Typiquement, on a besoin d'un produit, tu as besoin d'un produit de Moralis particulier, tu vas aller sur d'autres sites. VP, c'est un site de scroll. C'est un petit peu, tu marches dans la rue et tu fais du lèche-vitrine. C'est de lèche-vitrine, voilà. Ouais, clairement. Donc là, on est là-dessus et on est sur ce côté un peu premium. On a tout cet univers. On a, quand tu te connectes sur l'appli, tu as cette porte avec ces animaux très onériques qui apparaissent. Donc ça, c'est l'image VP. Et on essaie toujours de respecter l'image de la marque. C'est pour ça que tu vas avoir des bandeaux de marque et non pas forcément une mise en avant de produits de la marque, mais une mise en avant de la marque à chaque fois sur notre homepage. Donc ça, c'est important pour l'innovation et c'est de trouver des petites solutions innovantes, ces nouvelles innovations de contenu. Ça va être aussi la personnalisation des interactions pour se rapprocher des membres, pour leur offrir un contenu qui leur sont plus propres. La fluidité, la pertinence et garder aussi un peu une logique parce que comme tu sais, on va avoir, les flash sales, mais on va avoir la marketplace. On a d'autres offres maintenant comme Recycle, Return. Je t'en reparlerai si tu veux, c'est super intéressant. Il ne faut pas perdre le membre. Donc tout ça aussi, les innovations vont être là pour les accompagner. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a, cet enchantement, réenchantement de nos membres. C'est tout ce qui est enjeu UX, front. Mais on va avoir aussi des enjeux opérationnels. On est avant tout B2B, business to brains. Donc, c'est aussi faciliter la connexion et l'intégration avec nos marques partenaires. En 20 ans, on en a eu plus de 7000. Et du coup, il faut faciliter cette intégration avec eux. Il faut faciliter l'échange de données, tout en étant
RGPD compliant aujourd'hui, gros enjeu aussi. Mais quand je dis échange de données, c'est aussi échange de photos. À une époque, les marques, donc ça c'était il y a 20 ans, vente privée prenait en photo les stocks, puisque à l'époque, les marques ne digitalisaient pas. N'avaient pas de site internet. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que souvent on disait les mannequins ne sont jamais disponibles, ils sont toujours en shooting chez vente privée. Maintenant, c'est plus le cas. Les marques ont leurs visuels. Et du coup, ça va être comment récupérer ces visuels de manière efficace, de manière qualitative, qui respecte, comme je te disais, notre univers, l'univers de la marque. Donc, toutes ces intégrations qui sont techniques back, c'est un gros enjeu pour nous à l'innovation. On va avoir aussi tout ce qui est opérationnel lié au pricing pour rester compétitif, offrir la meilleure offre. On va avoir tout ce qui est support membre. Aujourd'hui, comment faciliter finalement les interactions avec notre support. Enjeu très important pour le groupe, RSE. Donc, tant on va aller chercher des innovations dans la RSE, tant on va y mettre des KPI sur chacun de nos projets. Et puis aussi, tout ce qui va être supply chain logistique. Donc là, on va être sur la planification, comment allouer les différentes ressources sur tous nos entrepôts, le suivi des colis ou même l'utilisation maintenant de packaging plus éco-responsable. Et pourquoi, d'après toi, c'est important d'innover constamment comme vous le faites et sur tous ces sujets, sur tous ces aspects de votre activité ? Alors l'innovation, souvent, on pense c'est pour rester compétitif. C'est vrai. C'est pour rester performant, c'est vrai. Comme je t'ai dit, on est là pour améliorer le business model de VP et travailler sur sa performance et son efficacité. Donc c'est pour ça qu'on va toujours analyser le terrain de jeu, la rentabilité de nos projets. Mais l'expérience aussi m'a fait comprendre que c'est important d'innover pour les personnes au sein de VP. Parce qu'on va mobiliser des collaborateurs sur des méthodologies dont ils n'ont pas l'habitude. Donc on va leur faire sortir de leur zone de confort. On va leur faire brainstormer de manière différente, leur apprendre des petits outils différents. Et puis on va leur faire travailler sur des projets qui ne sont pas dans leur backlog, des projets auxquels ils ne s'attendaient pas. Et c'est aussi, du coup, un bon moyen d'attirer, de retenir du talent, puisque ça donne une dynamique au groupe très intéressante. Pour organiser tout ça, est-ce qu'il y a des méthodologies, des techniques qui te semblent incontournables aujourd'hui dans le domaine de l'innovation corporate ? Oui, beaucoup. Je te disais tout à l'heure qu'on est là pour délivrer des projets aussi, itérer de manière rapide, agile. C'est un petit peu ce qu'on appelle le test and learn. Avant ça, on va y mettre des KPI, on va se mettre d'accord sur on va suivre telle et telle métrique. Et le suivi de ces métriques vont nous dire si on avance dans le mur, si du coup on doit killer le projet, ou alors si on doit réitérer d'une autre manière, ou justement si c'est OK, la création de valeur elle est là. Et on va délivrer pour le groupe. On disait souvent POC, maintenant c'est la mode de dire POV, Proof of Value. On prouve la valeur des projets. Donc ça, c'est la base de l'innovation corporate tech, ce test and learn qui s'inscrit... Oui. Et excuse-moi, vous pouvez mener combien de projets en simultané à peu près ? Est-ce que vous avez une limite la limite, pas dépasser ? La limite, elle est liée à notre capacité en termes de ressources. Donc aujourd'hui, on est en train de recruter et doubler nos effectifs. Donc on aura une capacité un peu plus importante. À date, donc sur les différentes phases, sur les phases qu'on va appeler sourcing, donc c'est quand on est proche des collaborateurs et qu'on va qualifier et quantifier ses besoins, on va avoir 6-7 besoins en simultané, en backlog, à qualifier. En projet délivré, on va avoir 4-5 projets en général. On aura toujours 1 ou 2 ateliers à effectuer. Et puis après, il y a cette veille constante. Mais ce sont un petit peu les métriques à date, sachant qu'on va doubler les effectifs sur 2022. Il y a une autre méthodo qui n'est pas une méthodo, c'est un petit outil que j'aimerais partager aujourd'hui. C'est un outil tout bête. C'est mon côté business analyst. C'est les 5 Whys. Aujourd'hui, pour inventer une solution, ou plutôt trouver une solution, c'est avant tout comprendre sa problématique. Et c'est poser la question pourquoi ? Et il n'y a pas une semaine où je n'embête pas mes collaborateurs à leur dire mais pourquoi ? Et ça permet vraiment d'aller à la racine du problème. Et là,
de trouver justement et de brainstormer sur des solutions vraiment innovantes. Est-ce que tu aurais un exemple comme ça, une illustration C'est presque philosophique ce que tu me dis. Complètement. Je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, je parlais d'outils pricing. Donc, imagine, demain, je vois un commercial et je dis « Salut, ça va ?» Non, je galère un petit peu à négocier les prix des dernières pompes. Ah ouais, pourquoi ? Premier pourquoi. Et là, il va me dire, lorsque je suis en train de négocier avec la personne en face de moi, je ne sais pas si finalement je suis en train de négocier un bon prix. Et puis cette paire de chaussures, elle est diluée dans tout un stock, finalement, que je vais lui acheter. Tout ça dilué sur tout un stock disponible en ligne actuellement chez des compétiteurs, mais sur les propres sites de la marque, sur les propres revendeurs de marque et autres canaux de distribution. Ah bon ? Mais pourquoi du coup ? Elle me dit en fait, j'arrive pas à savoir quels sont les prix des autres pour savoir si je marge bien et si mon offre sera vraiment attrayante. Parce que finalement, au-delà de la marge que le groupe peut se faire, c'est aussi être là pour proposer la meilleure offre tout en respectant le produit. Du coup, pourquoi t'arrives pas à savoir quels sont les prix ? Connecte-toi sur les sites. Je dis, mais t'imagines pas, il y a plus de je ne sais combien de sites. Et puis, encore une fois, moi, ma paire de pompes, elle est diluée dans tout un stock. Et puis, c'est une négociation qui a lieu à un instant T. Et puis, demain, ce sera peut-être autre chose. Et du coup, je ne suis pas en capacité d'aller chercher sur les sites. OK. Pourquoi t'as pas d'outil aujourd'hui qui est capable d'aller te chercher ces sites ? Et ainsi de suite. Je ne vais pas te refaire toute la conversation. La finalité, et puis bon, en fait, c'est surtout que ça peut durer des semaines pour comprendre à chaque fois les volumes, etc. C'est de se dire, on va faire un outil de pricing qui sera capable d'aller scraper les données de prix sur tous les sites, savoir si l'offre que le commercial va dealer au moment avec le déstockeur est la bonne offre pour que nous, on puisse justement offrir ça à nos membres derrière. Donc là, c'est la création d'un outil, une innovation derrière, puisqu'il y a toute une intelligence artificielle dans le traitement de cette donnée. Il y a aussi cet outil de scrapping. Mais avant tout, ce n'est pas la tech, c'est ce besoin et ces 5 why ou parfois beaucoup plus qui amènent à la création de cet outil. Et cet outil-là, en l'occurrence, il a un nom ? Est-ce qu'il est effectif aujourd'hui ? Est-ce que c'est un projet sur lequel vous êtes encore en train de travailler ? Alors, tout à fait. Ça a été une start-up qui s'appelle Daco, qu'on a accélérée, donc c'était avant ma venue à VP en 2017-2018, et qu'on a acquis après, puisque c'est un outil stratégique pour VP. Donc aujourd'hui, les fondateurs font partie du groupe et leur outil est un produit au sein des produits de VP. Tu as déjà commencé un petit peu à l'évoquer, mais de manière très concrète, quelles sont les différentes étapes d'un projet d'innovation chez VP, de l'idée jusqu'au lancement ? Il va y avoir 3 grands processus qui se rejoignent. Le premier, en effet, ce dont je parlais avec l'exemple de l'outil pricing, c'est on va voir un collaborateur, on comprend son besoin, on le qualifie, donc on essaye de comprendre le cas d'usage derrière, on le quantifie. Donc là, typiquement, l'outil de pricing, c'est combien de commerciaux sont concernés, les nombres de produits concernés, etc. Donc pour évaluer le terrain de jeu et l'impact business derrière. Et ensuite, toujours au sein de l'équipe business, on va, même si on discute justement énormément avec l'équipe tech, comprendre quelles sont les possibilités tech et les solutions qu'on peut amener derrière. Donc on va faire soit un benchmark de start-up en ligne ou grâce à l'écosystème dont je te parlais, on va contacter les fonds d'investissement, etc. Et sinon, on va commencer une sorte de cahier des charges pour nos développeurs. On passe en comité, donc là, ce sont plutôt des membres du COMEX, des décideurs qui vont nous dire go, no go sur le projet. Et puis après, on itère de manière agile. On va tester ça avec un sponsorship business, un sponsorship donc, du COMEX, et puis aussi finalement un sponsorship tech de personnes en interne, puisque le but, nous, on ne sera jamais honneur d'aucune solution. On délivre, on crée, on teste et on donne. Donc ça, c'est le premier processus. Et à la fin, en fonction des KPI qu'on aura suivis, soit on donne le bébé, parce que oui, il y a eu création de valeur, soit on kill, ou soit on réitère d'une autre manière. Donc ça, c'est le premier processus quand ça vient de l'interne. Deuxième chose qui arrive,
Comme je te disais, il y a tout un écosystème. On est souvent en contact avec des écoles avec lesquelles on va faire des challenges d'open innovation, mais aussi avec des fonds d'investissement, aussi avec la BPI, etc. Et parfois, ils vont nous dire « Vous avez vu cette nouvelle start-up dans notre portefeuille? Plutôt pas mal, non ?» Et du coup, là, on va faire du push d'innovation. On va aller voir les équipes concernées. On va leur demander « Est-ce que ça vous intéresse ?» Parce que oui, parfois, la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte qu'il y a une innovation qui pourrait nous aider. Mais là, on rejoint le même processus, c'est-à-dire après, on qualifie, on quantifie, on teste et 3 solutions à la fin, kill, réitération, ou on pousse en prod pour le groupe. Et puis, le 3e processus, oui, c'est un challenge d'open innovation, c'est on a beau réfléchir, on ne trouve pas de solution, ni sur le marché, ni dans nos cerveaux. Et on va dire, allez, on va proposer ça à l'extérieur, à des étudiants, et on va leur demander de travailler sur des problématiques du groupe. Alors, pour parler un petit peu plus en détail de vos projets chez VP en ce moment, moi, j'ai 2 projets qui me viennent en tête là tout de suite. C'est 2 nouveaux services sur lesquels vous avez beaucoup communiqué ces derniers mois. C'est Recycle et Return. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe de ces 2 projets ? Commençons par Return parce que depuis tout à l'heure, je parle des besoins internes et justement les gains opérationnels qu'on peut faire via l'innovation. C'est l'exemple même. En gros, un groupe comme VP va souffrir de 6-7% de taux de retour sur 120 millions de colis envoyés chaque année. Donc c'est un coût pour l'entreprise, c'est un coût pour l'environnement aussi, puisqu'on parle à chaque fois de transport, de remise dans nos stocks, de renvoi à la marque pour la plupart aussi. Le principe de Return, ça a été de justement travailler sur ces retours, c'est-à-dire toi Alice, demain t'achètes un pull rose au sein de VP, et puis finalement tu te rends compte que ça ne te va pas à ton temps. C'est vrai en plus. T'es dans tes 14 jours, t'as le droit de nous le renvoyer. Mais en fait, ce qu'on te propose, c'est de le remettre en vente gratuitement pour un autre membre qui n'aurait pas eu le temps de l'acheter parce que nos stocks partent parfois très vite sur la plateforme et qui sait que le rose, ça lui va très bien. Donc, tu vas me le revendre à moi et me le renvoyer directement. Donc ça, c'est Return. C'est une sorte de C2C interne. Et c'est franchement une réussite. On a 3 millions d'utilisateurs de cette plateforme. Ouais, de cette offre. On a eu plus de 400 000 produits mis sur la plateforme depuis le début. Donc c'est Et début, c'était 2020, c'est ça ? C'est ça, 2020. Ça a été un petit peu ralenti durant le Covid lié aux transporteurs, mais il y a eu une montée en puissance par la suite. Oui, c'est ça. Ah oui, et Recycle. Et Recycle. Ah, Recycle. On a toujours eu ce principe de circularité dans l'ADN de VP. Donc, c'est-à-dire, on met en vente des stocks de nos marques, on les remet en vente. On a ce qu'on appelle les Monday Moon, les Summer Camp, où on va remettre en vente avec des discounts plus importants. C'est vraiment ce principe de circularité et de vente événementielle. Et aujourd'hui, Recycle, c'est la vente événementielle inversée. Elle va nous permettre de réinventer notre métier d'origine, c'est-à-dire donner une seconde vie aux produits des marques. Alors, le principe, c'est tu as des anciens vêtements chez toi en tant que membre, on va te proposer... donc, on a commencé avec Aigle, ce business model. Donc, je vais te donner l'exemple avec Aigle. Tu as des anciennes bottes Aigle chez toi, t'en veux plus. Et puis, Aigle va te proposer ou va proposer sur le site VP de les récupérer et de t'offrir un bon d'achat pour leur magasin en échange. Donc, toi, t'es gagnante. Et nous, on s'engage à redonner vie à ce stock. Donc aujourd'hui, dans nos entrepôts, on a acheté des machines qui vont être dédiées à trier, laver, repasser, photographier ça. On a toujours su le faire et remettre en vente et en ligne. Et ça, on va faire des ventes dédiées seconde main. Et ouais, là, c'est accompagner complètement nos marques, encore une fois, dans leur vente de stock, un stock disponible ailleurs, chez nos membres, mais c'est aussi les accompagner dans leurs engagements environnementaux
puisqu'on redonne vie à ces produits. Pour revenir un petit peu donc sur votre mode opératoire à l'innovation chez VP, en règle générale, sur vos différents projets, c'est quoi les technologies que vous utilisez le plus, ou en tout cas, toi, celles qui te semblent le plus remarquables à l'innovation actuellement ? Ce qui est intéressant et ce qui plaît, tu sais, par exemple, quand je te disais les labs d'étudiants, ce qui va leur plaire, c'est que nous, par exemple, on ne va pas utiliser un langage de dev. On ne va pas forcer un langage par rapport aux outils qu'on utilise en interne. On va choisir le langage propre au projet. Du coup, on va travailler sur du Go, sur du Java, sur du Python. Ce sera vraiment en fonction du projet et adapté à son domaine. On s'appuie beaucoup sur des papiers de recherche et des technos open source, ce qui permet aussi après de capitaliser sur ça. Nos étudiants capitalisent finalement sur ça pour d'autres entreprises plus tard. Après, sur les sujets en soi, tout à l'heure, je te parlais de métaverse. Ça va être un sujet. On travaille sur l'intelligence artificielle, sur la reconnaissance d'images, sur la 3D. On va travailler sur la photogrammétrie, sur la réalité virtuelle, sur les moteurs de recherche aussi. On a fait de l'IoT aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup de tech différents. Et alors, on a parlé donc de Recycle et de Return. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu es fière aujourd'hui ? La collaboration avec la start-up française Clustar pour la création d'un chatbot sur notre page FAQ. J'en suis fière parce que c'est un gain dans l'expérience de nos membres où on facilite leur navigation sur cette page. Et c'est un gain opérationnel puisque on se rendait compte que nos membres étaient un peu perdus et puis allaient vite finir par appeler les fonctions support. Donc là, valeur ajoutée importante pour le groupe. Je suis assez fière de ça. On va avoir aussi d'autres projets comme Product Advisor, qui est un projet de cross-sell. Quand tu es sur notre page produit, aujourd'hui, tu vas avoir des petites... on te recommande d'acheter ça et ça. En toute transparence, c'est pas un énorme gain opérationnel. Mais pourquoi je suis fière ? Parce que, en fait, avant ça, c'était ce qu'on appelle des merch qui faisaient ce travail manuel. 15% de leur temps à chaque vente était attribué à placer des produits manuellement, à sélectionner les bons produits. Et c'est très chronophage finalement. Et ça, c'est l'innovation pour moi. C'est souvent, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, ont peur de la robotique parce qu'ils se disent, demain, les robots vont remplacer l'homme. Non, là, typiquement, c'est aider l'homme dans ses tâches pour lui faire gagner du temps, lui éviter les tâches chronophages et le faire travailler, lui, sur des choses qui lui importent plus, qui sont plus intéressantes pour lui. Moins rébarbative et plus créative. Exactement. J'imagine que, là tu m'as parlé des projets dont tu es satisfaite et même fière, mais j'imagine que tout n'est pas toujours un succès quand on propose de nouvelles solutions. Est-ce que tu as vécu une déception sur un projet, peut-être l'échec d'un outil ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Comment est-ce que on le vit en équipe ? Et comment est-ce qu'on rattrape les choses aussi ? C'est comme un date raté, on passe à autre chose. On n'y pense plus. On a beaucoup de projets en backlog, donc oui, on passe à autre chose. Et en fait, je devrais dire, finalement, on est payé pour ça au sein de l'innovation. Si on n'échoue pas, ou autre au sein de VP, on peut se le permettre. Par contre, il faut échouer intelligemment. Donc, c'est pour ça qu'on a tout ce procédé et cette méthodologie d'analyser le terrain de jeu avant pour vérifier qu'on va sur un projet à forte valeur et pour aussi analyser l'impact et les risques de ce projet. Donc, on échoue intelligemment, on échoue en faisant finalement des petits tests. On ne passe pas tout en prod tout de suite sur tous nos membres, sur toutes nos marques. Et puis, en fait, on communique clairement, pragmatiquement sur ça. Et beaucoup au sein du département. On a ce mindset à l'échec. Et d'expérience, qu'est-ce qui peut amener un projet à échouer, un projet d'innovation ? Le premier frein à l'innovation, ça va être l'homme et les collaborateurs. Je te disais que souvent, ça vient des collaborateurs, l'innovation, mais aussi ça le freine. Pour diverses raisons. Parce que, bande passante, les collaborateurs ne vont pas forcément avoir le temps ou ne vont pas prendre le temps à ces innovations. Deuxième chose, c'est cette bataille business versus tech.
C'est-à-dire, parfois, c'est compliqué pour un collaborateur qui est en tech, qui est expert de son domaine, de lui dire « Attends, chill, sur cet enjeu-là, tu vas rien développer, tu vas t'appuyer sur l'expertise d'une start-up parce que cette start-up l'a travaillé pendant 5 ans. » Donc, c'est parfois un peu complexe. J'aimerais qu'on parle un peu plus en détail du lab, parce que c'est une opportunité qui est quand même assez exceptionnelle pour des étudiants. Comment ça se passe de la sélection à la validation des compétences ? Quelles sont les différentes étapes, en fait, de participation au lab ? Alors, par exemple, sur Paris, et là, on est en train de déployer, comme je te disais, sur Barcelone, quelque chose de nouveau. Donc, je vais me reposer sur l'expérience qu'on a eue à Paris, et notamment l'expérience avec l'école 42. L'école 42, on a un fort partenariat, ce qui fait qu'on va faire des conférences au sein de l'école pour parler de nos projets. Donc là, on va avoir beaucoup d'étudiants qui vont être intéressés et postuler lors de l'ouverture des postes pour justement le recrutement dans les labs. Ensuite, les entretiens se font collectivement. Business, tech, mais les seniors R&D, comme aussi les juniors des labs d'avant, pour finalement faciliter aussi la projection pour le candidat et l'intégration. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est un petit peu comme un café informel où on va du coup étudier le profil du candidat et sa capacité à apprendre et sa volonté d'apprendre. On ne va pas lui poser des questions sur, encore une fois, un langage à proprement dit, puisqu'on est là pour travailler sur différents langages. Ensuite, c'est tout un programme de suivi qu'on lui propose avec un mentoring très fort, puisqu'il travaillera en collaboration avec un senior développeur de notre département et un sponsorship d'autres collaborateurs, donc tech et ou business de VP, ce qui permet une meilleure intégration, une meilleure employabilité pour lui et parfois, heureusement, aussi un bon recrutement derrière. D'après toi, quel est l'état d'esprit à avoir quand on travaille dans une équipe et un département comme celui de l'innovation ? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine ? On a parlé des barrières à l'innovation, on a parlé de l'échec. Donc en fait, la première chose, je dirais, il faut être convaincu pour convaincre. Ça, c'est un état d'esprit. Être convaincu que l'innovation est important. Convaincu que la solution va apporter quelque chose parce qu'on s'appuie sur des chiffres. Il faut avoir un petit peu cette âme de vendeur, finalement. Je dirais l'humilité aussi beaucoup. Parce que, oui, quand on va essayer de comprendre soit les enjeux ou soit comprendre la solution de la start-up, il faut aussi être humble suffisamment pour dire qu'on ne comprend pas, en fait. Et qu'on est là, explique-moi. Et le but, c'est pas de dire, ok, j'ai compris, j'ai une solution pour toi. Et le but, là, n'est pas forcément de vendre. C'est là tout l'équilibre entre être convaincu et être humble pour essayer de vraiment creuser le besoin de la personne. Les conseils que je donnerais, c'est déjà d'y aller, parce qu'on ne s'ennuie pas. Premier conseil, c'est être capable de s'adapter aussi à différents profils. C'est hyper important que l'innovation reste transverse, de gérer les frustrations, de ne pas prendre l'échec pour soi, de choisir son cheval de bataille. Ça, ce sont les conseils que je donnerais. Et justement, pour les personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par VP, pour rejoindre VP, c'est comment de travailler chez VP au quotidien ? C'est quoi l'ambiance chez VP ? Je reviens sur un chiffre qui est important pour moi. 68% de femmes. On est quand même dans un secteur, normalement, un métier assez masculin. Et ça reflète un petit peu l'ambiance de VP. Il y a cette diversité de profils, cette mixité qui apporte quelque chose de sain à l'entreprise. On va être jeune, on va être dynamique. On a cette politique RSE très importante aussi au sein de VP. Donc ça c'est l'ambiance au sein de VP. Merci beaucoup Marie-Camille d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, d'avoir parlé de ton métier et d'innovation aussi passionnément. Ça donne envie. Donc merci à toi. Merci à toi Alice.